Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je m'appelle Patrice Nganang. Je suis écrivain, professeur d'université aux États-Unis, à Stony Brook University. Je suis un époux et un parent. Sinon, je suis Banganté et donc Bamileke. Je prends la parole aujourd'hui parce que je voulais remercier notre peuple qui, dans son entier, qui, dans sa totalité, s'est levé pour dire non au génocide. Pour dire non au génocide et pour refuser la structure génocidaire qui est mise en place au Cameroun et qui est en train de tuer les anglophones, qui donc est en train de commettre un génocide au nord-ouest et au sud-ouest. Je voudrais remercier déjà toutes ces personnes-là qui m'appellent. Je dois dire que je n'ai jamais reçu autant d'appels que ces jours-ci. Toutes ces personnes qui m'envoient des messages WhatsApp, surtout parce que ceci arrive au moment où j'ai été bloqué de mes comptes Facebook. Et donc, c'est par ce moyen-ci que j'aimerais exprimer ma gratitude, ma profonde gratitude. C'est là que j'ai prononcé le mot génocide. Ce mot a été écrit sur les pétitions qui, justement, refusent le génocide au Cameroun. Et ce mot a été exprimé dans plusieurs forats. C'est de lui que j'aimerais que l'on parle. Parce que le génocide est soudain revenu dans le langage public camerounais, dans le langage général lorsqu'il s'agit du Cameroun. Il est essentiel que l'on en parle de manière sérieuse. Parce que le génocide est une affaire très sérieuse. Et le génocide au Cameroun a été mentionné déjà, il faut le souligner, 2 fois par la représentatrice Karen Bass, démocrate, lorsqu'elle introduisait une proposition de loi au Congrès américain. Une proposition de loi condamnant les forces militaires camerounaises, forces militaires à qui les États-Unis ont déjà coupé leur aide militaire, les condamnant. Cependant, lors de sa présentation de la proposition de loi, Karen Bass a mentionné le fait qu'il soit possible qu'un génocide ait lieu au Cameroun, du moins que plusieurs voix lui disent qu'un génocide est en train d'avoir lieu au Cameroun. C'est essentiel de le dire parce que toutes les fois qu'un représentant américain prend la parole au Congrès, ces mots entrent dans les actes, dans les greffes, comme on dit en français, du Congrès. Ça veut donc dire que ça devient acté qu'un génocide a lieu au Cameroun. Même si, quelques jours après avoir introduit cette proposition de loi, elle est allée au Cameroun pour justement voir elle-même de ses propres yeux ce génocide-là qui a lieu au nord-ouest et au sud-ouest. Et comme nous savons, le Premier ministre du Cameroun lui a empêché d'avoir accès aux villages brûlés, aux familles détruites, aux enfants exécutés, aux grands-mères calcinées. Elle n'est pas allée seule, elle est allée avec d'autres députés américains et également elle était accompagnée par l'ambassadeur américain. Mais le mot génocide a également été mentionné par un député suisse. Vous voyez, c'est au niveau législatif là, législatif occidental, a été mentionné par un député suisse. Lorsqu'il introduisait une pétition, lorsqu'il présentait une pétition qui voulait mettre Paul Biya persona non grata en Suisse, où Biya s'en allait pendant des années, passer la moitié de l'année, malgré le fait que la Constitution oblige le président camerounais à rester au Cameroun. Eh bien, le député suisse a parlé lui aussi de génocide. Il a dit soupçon de génocide. Vous voyez, les puissances occidentales, et nous parlons ici des États-Unis, nous parlons ici de la Suisse,
ne peuvent pas encore parler d'accusation de génocide sans qu'il y ait une analyse indépendante. Ce que d'ailleurs Karen Bass était allée faire au Cameroun, et comme nous savons tous, il lui a été empêché d'aller au nord-ouest et au sud-ouest. Bref, je disais que le député suisse donc a parlé de soupçons de génocide. La troisième fois où en Occident donc, le mot génocide est lié au Cameroun, c'est un article de The Guardian, un journal très influent en Angleterre. L'Angleterre qui a déjà une commission sur le Cameroun à cause de ce génocide-là, qui, lui, cet article, parle clairement et directement de génocide. Et dit donc qu'un génocide est en train d'avoir lieu au Cameroun. Nous sommes donc passés ici de présentation de la situation au Cameroun au Congrès, avec mention du nom du mot génocide, à, en Suisse, un soupçon de génocide, tel que formulé par un député, à maintenant en Angleterre, un constat qu'un génocide est en train d'avoir lieu au Cameroun. Parce qu'il y a là une évolution que chacun d'entre nous peut constater. Dans la perception de ce qui se passe au Cameroun, j'estime qu'il est essentiel. J'ai estimé qu'il est fondamental. Et je pense qu'il est nécessaire que je prenne la parole, qu'un Camerounais prenne la parole, que donc le peuple camerounais prenne la parole pour s'exprimer comme je le fais ici et comme il a fait à travers la pétition pour laquelle je vous remercie. Une fois de plus. Mais bref, à cause de ces répétitions du mot génocide, j'estime donc, et c'est pourquoi je pense que c'est essentiel que je prenne la parole. C'est donc ce que je vais faire tout de suite. Vous savez, j'ai mentionné avant que je suis Bamileke. Ça veut dire que je viens d'un peuple qui a le génocide dans son histoire. Je viens d'un peuple qui a traversé le génocide, dont des villages ont été calcinés. Je viens d'une région qui a été entièrement brûlée au napalm de 1960 à 1970. En fait, je viens d'un village qui a été entièrement rasé par les forces armées camerounaises avec l'assistance de la France et qui n'a été reconstruit qu'en 1980. Je viens de la forêt de Tungu où le quartier général de Ernest Ouandié se trouvait pendant 8 ans. Et donc dire que je suis Bamileke, dire que je suis Bananté, veut dire que j'ai grandi avec le génocide dans mon histoire. Veut dire en fait que je me situe du point de vue fondamentalement historique de quelqu'un qui connaît le génocide, qui a vécu le génocide, qui en fait a dans son histoire le génocide, même si je suis né quelques mois, n'est-ce pas, après que Ernest Ouandié a été arrêté. Donc je parle du point de vue de quelqu'un qui sait ce que c'est que la violence parce que l'ayant vécu autour de lui. C'est dans les années 80 d'ailleurs que je suis allé avec mon papa pour la première fois à ce qui était notre village parce que nous y allions chercher un endroit pour acheter du terrain. J'ai dit acheter du terrain afin de construire notre maison. Je le dis parce que ce sont des détails qu'on ne connaît pas, ce sont des détails qui peut-être seront brouillés dans les discussions autour du génocide. Parce que le Cameroun connaît ce que c'est que le génocide et des régions particulières du Cameroun savent ce que c'est que le génocide. Les têtes coupées, les viols de masse, des villages rasés, cela les Bamileke le savent. Ce que les anglophones vivent aujourd'hui a été le quotidien de mes parents et de mes grands-parents. Et donc lorsque je dis que je suis Bananté, c'est ce que je veux par là dire. Je veux par là dire que je viens d'un peuple qui sait ce que c'est que le génocide. Celui qui est victime sait toujours, connaît toujours la personne qui a commis le crime, la personne qui commet le crime, la personne qui est le criminel. Si vous voulez savoir qui est le violeur, demandez à la femme qui a été violée. Si vous voulez savoir qui a brûlé les maisons, demandez aux habitants de ces maisons-là qui ont survécu.
Si vous voulez savoir qui est le génocidaire, demandez à ceux qui sont les réfugiés d'un génocide. C'est comme ça que l'histoire s'écrit. Et c'est comme ça qu'elle s'écrira toujours, parce que le point de vue de la victime, c'est un point de vue moral. C'est un point de vue qui établit la jurisprudence. C'est un point de vue qui fonde la loi, parce que cette loi-là est fondée dans le respect de la vie. Cette vie-là qui est sanctifiée par le fait que quelques personnes aient survécu pour témoigner. Et donc je parle de ce point de vue-là, parce que ce qui se passe au Cameroun maintenant est très grave. Est si grave que pour la première fois, aux États-Unis, au Congrès américain, en Suisse, en Angleterre, en Occident donc, mais surtout du point de vue des anglophones eux-mêmes qui ont survécu et qu'au Cameroun on appelle les ambazoniens, qui se défendent et qu'au Cameroun on appelle les terroristes, qui en fait essayent de survivre et qu'au Cameroun on appelle les ambazozos. De ce point de vue-là, ce qui se passe a besoin d'être entendu, d'être décrit et d'être détruit. Vous voyez, les crises en général, lorsqu'elles ne sont pas explicitées, se perdent dans le chaos, se perdent dans le bruit. Et donc on dit, les Noirs s'entretuent, on dit c'est la guerre civile, on dit c'est le désordre, on dit en fait c'est encore une affaire africaine, comme on pourrait dire. Au contraire, avec un peu de patience, je vous demande d'être patient. Avec un peu de patience, on comprend que c'est une machine qui est mise en branle. On comprend que c'est une intelligence qui est activée, mais mise au service du mal. On comprend que c'est un système qui a une histoire, qui a une structure, qui a une architecture, qui est mise en branle, mais pour tuer. On comprend au final que c'est la méchanceté qui a été transformée en politique. Et c'est cela qui se passe au Cameroun. C'est ce qui est en train d'avoir lieu au Cameroun. Parce qu'il n'y a aucun crime sans criminel. C'est impossible. Il n'y a aucun génocide sans acteur du génocide. C'est impossible. Il n'y a aucun village brûlé sans que quelqu'un n'y ait mis du feu. Mais en même temps, il est impossible d'avoir quelqu'un se lever et dire que c'est moi le criminel. Il est impossible d'avoir quelqu'un se lever et dire que c'est moi le génocidaire. Parce que le criminel se cache toujours. Le criminel se cache dans l'administration, le criminel se cache dans la population, le criminel se cache même parmi les victimes. C'est ça son intelligence maléfique. Et dans le travail de l'analyse, c'est de le retirer pour le montrer en public. Le travail de la justice, c'est de le retirer, mais surtout de le censurer, de le punir. Parce que ce qui se passe au Cameroun ne peut pas être laissé impuni. Et pourquoi est-ce que ça ne peut pas être laissé impuni? Parce que c'est une répétition de ce qui s'est passé, comme je disais, de 1960 à 1970, avec les Bamileke déjà, et on pourrait ajouter de 1956-1959 avec le Bassa. C'est une répétition de ce qui s'est passé avec les nordistes en 1984. C'est une répétition de ce qui s'est passé en 1993 avec les Bamileke. C'est une répétition de ce qui en fait est en train de se passer avec les anglophones depuis 2017. Pourquoi est-ce que ça se répète autant? Pourquoi est-ce que le génocide vient et revient? Pourquoi est-ce que le Cameroun est pris dans un cycle génocidaire? C'est parce que le criminel n'a jamais été puni. C'est parce que le génocidaire s'est toujours caché dans la population. C'est parce que le génocidaire, le criminel, a toujours trouvé les moyens d'accuser autre personne que lui. C'est pourquoi il a toujours pu répéter son crime. Mais c'est surtout parce que le génocidaire est protégé et se sait protégé par la France. Et c'est parce que la France donne un silence total, fabrique un silence total, crée un silence total sur les crimes de génocidaires, que celui-ci peut répéter son crime tout le temps. Que celui-ci peut se choisir des victimes toujours différentes pour appliquer sur lui les mêmes méthodes qu'il a appliquées. Vous comprenez que, à cette prise de parole, j'accuse le gouvernement camerounais de génocide. J'accuse le président Paul Biya de génocide. J'accuse la clique qu'il a autour de lui de génocide. Et j'accuse
s'attribuent les boulots, qui sont ceux qui effectivement commettent le génocide. Je les accuse donc de génocide. Ces accusations sont graves, je le sais. Le mot génocide est tout aussi grave. C'est pourquoi nous allons prendre un peu de temps, un peu de patience, pour comprendre ce qui se passe au Cameroun, pour comprendre que cette accusation-là doit être le début de la restauration de la justice dans notre pays, et donc le début du changement. Mais déjà, le génocide, c'est quoi? Le génocide, c'est l'intention, déjà, d'utiliser la violence. Que ce soit la violence d'un groupe ou que ce soit la violence de l'État. Bref, d'utiliser la violence contre un groupe spécifique linguistique, un groupe ethnique, ou bien un groupe de quelque façon, définissable de quelque façon que ce soit. C'est ça le génocide dans sa définition classique. Et donc lorsqu'on voit ce qui se passe au Cameroun depuis 2017, et spécifiquement depuis le 22 septembre 2017, nous avons quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui devrait laisser toute conscience, toute personne qui veut la justice, qui aime la justice, qui aime la paix, qui devrait la laisser sans voix, et qui devrait la faire se réveiller. Nous avons l'utilisation des forces de l'État camerounais. Nous avons l'utilisation des milices spéciales, des forces spéciales de l'armée camerounaise. Nous avons l'utilisation des milices contre une population spécifique, c'est-à-dire contre les anglophones. Nous avons la mise en branle de la machine de l'État contre un groupe spécifique de la population camerounaise. S'il y a une seule personne qui dispute ce fait, il suffit de revenir sur la victime. Je disais, la victime sait toujours qui est le criminel. La victime, c'est qui? Ce sont les anglophones. Prenez la liste de tous ceux qui sont arrêtés. Prenez la liste de tous ceux qui sont tués. Et nous parlons là de milliers de personnes parce que la guerre qui a lieu dans le nord-ouest et le sud-ouest a déjà causé près de 2000 morts civils, près de 500 morts parmi les soldats. Les soldats morts sont surtout des francophones, sinon d'habitude des francophones. Mais les victimes, ce sont les civils. Et là, ce ne sont que les anglophones. Là, c'est exclusivement les anglophones. Les gens arrêtés ne sont que des anglophones. Parce que ce sont les anglophones, parce que les morts, ce sont les anglophones. Voilà ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le nettoyage ethnique qui est fondé dans le choix, dans le tri, dans la sélection. La sélection, c'est quoi? Ce sont des questions que les soldats posent. Parce qu'il faut savoir déjà que les peuples dont il s'agit là, que ce soit les peuples du sud-ouest et puis les peuples du littoral, les peuples du nord-ouest et les Bamileke, ce sont les mêmes peuples. Donc il n'y a aucune distinction physiologique entre eux. Ils se ressemblent. Ça veut donc dire que l'armée pose la question de savoir qui êtes-vous, mais aussi d'où venez-vous. L'armée a des critères de sélection qui permettent de mettre d'un côté les francophones qui seront libérés lorsqu'ils sont arrêtés à Boya ou à Bamenda, etc. Et de l'autre de mettre les anglophones qui seront soit exécutés, soit mis en prison. Il n'y a pas d'autre moyen que de pouvoir diviser un peuple qui est uni à la base, qui a la même physiologie, qui a les mêmes traditions séculaires. Il n'y a pas d'autre manière que la sélection. Or, la sélection, c'est le fondement même du pouvoir nazi. On appelle ça en allemand Selektion. C'est le fondement même du nettoyage ethnique, qu'on appelle en anglais ethnic cleansing. Et donc, qu'est-ce que c'est le nettoyage ethnique? C'est ces villages brûlés, c'est ces razzias, ces villages anglophones. Parce qu'il faut savoir que les villages qui sont brûlés ne sont pas des villages qui ne sont pas anglophones, ce sont spécifiquement des villages brûlés et des villages anglophones qui sont brûlés. Ce sont des zones comme Tombelle qui sont coupées de Loum. Ce sont des villages comme des villes comme Kumba qui sont en fait entièrement décomposées. Si vous allez sur Google Maps, vous allez voir Kumbo,
c'est une succession maintenant de maisons brûlées. Et des vidéos de plus en plus nombreuses nous montrent que ce sont les soldats qui le font. Des vidéos de plus en plus nombreuses nous montrent que ce sont des soldats qui utilisent l'armée, la tenue de l'armée, la tenue républicaine de l'armée camerounaise pour commettre ces crimes. Mais plus, des vidéos de plus en plus nombreuses nous montrent que ces soldats-là qui commettent ce crime génocidaire viennent d'une tribu spécifique, Bolo. Donc, connaître le criminel oblige à le nommer. Parce que sinon, on ne pourra pas le punir. Parce que sinon, on aura permis qu'il se cache dans la population en général francophone. Parce qu'on aura permis donc qu'il disparaisse, mais surtout, on aura permis qu'il répète son crime. Qu'il pose son crime encore et encore. Comme c'est le cas avec le pouvoir de Biya, qui a pris ses fonctions déjà sur une éradication des leaders Ewondo. Et ici, je parle spécifiquement, n'est-ce pas, d'Aïs Invodo. Et éradication qui continuera, commencer avec Titus Ebzoa, qui sont des Ewondo. Qui a continué, cette fois-là, avec un massacre contre les nordistes en 1984. Qui, en fait, a répété ce massacre-là contre les Bamileke en 1993. Et qui donc, parce que toutes ces fois-là étaient impunies. Parce que Biya peut empoisonner Aïs Invondo, peut mettre en prison Titus Ebzoa, peut exécuter Guérandi Mbara, peut faire fusiller des centaines de nordistes impunément. Eh bien, il se donne dans la liberté de détruire le nord-ouest et le sud-ouest. Parce qu'il peut tuer tous ces gens-là durant 30 ans impunément. En 2017, il se donne donc la liberté de commettre un génocide dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous voyez, lorsqu'on ne nomme pas le criminel, on lui permet de se cacher, mais beaucoup plus. On lui permet de répéter son crime. On lui permet donc de commettre un génocide. C'est pourquoi j'accuse pas seulement le gouvernement camerounais, j'accuse pas seulement Paul Biya de génocide, j'accuse également sa tribu, les Boulous, de génocide. Parce que c'est eux qui portent sociologiquement, c'est eux qui portent militairement. En fait, c'est eux qui portent administrativement la machine génocidaire. C'est eux donc qui mettent en branle le génocide. Et donc le plus rapidement, on met fin à leur activité maléfique. Le mieux ça vaudra pour notre pays. Parce qu'alors on aura arrêté les tueries, alors on aura sauvé la paix. Je l'ai déjà dit, la particularité du criminel, c'est qu'il se cache. Quiconque a volé une voiture se cachera. Quiconque a volé de l'argent se cachera. Et le criminel a toujours des tactiques pour se cacher, de diversion, etc. Et il en est de même du génocidaire. Quiconque est en train de commettre un génocide se cachera. Le travail de la police et donc le travail de la justice est de le découvrir, c'est-à-dire de le retirer, de le démasquer, de le montrer au public, mais surtout à la scène publique, c'est-à-dire donc de le punir pour restaurer la justice. Le génocidaire n'est pas différent de ce point de vue. Il se cache, il se cachera aussi longtemps qu'il est impuni, mais surtout aussi longtemps qu'il est protégé, il croira qu'il peut répéter son crime. Aussi longtemps donc il est couvert par la France, aussi longtemps que Biya est couvert par la France, aussi longtemps que les Boulous sont couverts par la France, ils pourront répéter leur crime. Donc je vais vous dire ceci. Lorsque vous lisez les journaux qui sont publiés au Cameroun ces derniers jours-ci, les journaux de la haine, lorsque vous lisez ce qui apparaît sur Internet, sur les sites de la haine ces derniers temps-ci, lorsque vous écoutez les radios de la haine qui circulent, qui sont entendues au Cameroun, et lorsque vous regardez des télévisions de la haine, c'est-à-dire par exemple Vision 4, etc., vous allez voir que
mon nom arrive constamment. En fait, ayant été expulsé du Cameroun en 2017 par le gouvernement camerounais, en fait, par les Boulous, parce que c'est eux qui m'avaient arrêté, c'est eux qui m'avaient incarcéré et c'est eux qui m'avaient libéré, toute charge ayant été abandonnée, ayant été incarcéré par eux, expulsé du Cameroun il y a donc 2 ans, ils ne trouvent rien de mieux que d'avoir moi comme sujet de leur conversation générale alors que je ne vis plus au Cameroun. Ce n'est pas surprenant, vous voyez, il y a pendant à peu près 3 ans, ils n'ont cessé de dire que j'étais ceci, et pendant 3 ans après, ils ont commencé à dire que j'étais cela, et ensuite ils ont découvert que j'étais autre chose. Bref, ils n'ont cessé de fabriquer une caricature de ce que je suis. Ce serait amusant, malheureusement, si ce n'était une tactique pour le cas bien présent, pour le cas précis, qu'utilise le criminel pour se cacher. Parce que comme je vous l'ai dit, je suis Bamileke, c'est-à-dire je viens d'un pays, je viens d'un espace, je viens d'une tribu qui a le génocide dans son histoire. Je viens d'un groupe, n'est-ce pas, qui sait ce que c'est que la position de la victime parce que ce groupe, les Bamileke, le vivent chaque jour en termes d'exclusion, en termes de bamiphobie et en termes finalement de criminalité sociale. Donc lorsque vous lisez, vous voyez ce qui apparaît comme discours de la haine, où on parle de cochon, où on parle de tontina, etc., etc. Tous ces mots qui sont transformés en virgule dans un lexique général de la haine. Mon nom apparaît très constamment. Et ces derniers jours-ci d'ailleurs, lorsque vous allez voir les journaux, vous verrez qu'il y a des grands titres, n'est-ce pas, qui mentionnent mon nom. Et donc, ces grands titres se recoupent de la manière suivante. C'est le gouvernement qui est en train de réagir. C'est le gouvernement camerounais qui est en train de vouloir cacher ses crimes. C'est le gouvernement camerounais qui est en train, en fait, de vouloir cacher le génocide qu'il commet en utilisant le paravent d'une victime qu'il a mise en prison, qu'il a expulsée, qu'il a dénationalisée pour le faire. La réaction gouvernementale est intéressante parce que elle mentionne déjà le mot génocide comme les Américains l'ont fait, comme les Suisses l'ont fait, comme les Anglais l'ont fait, et comme les ambazoniens le faisaient depuis toujours, et comme je l'ai d'ailleurs toujours fait. Pour la première fois donc, nous avons le gouvernement camerounais qui mentionne génocide. Rappelez-vous que ce gouvernement a commis un génocide répété. Il a commis un génocide répétitif. Il a commis un génocide contre diverses sections de la population camerounaise sans jamais être puni. Et sans d'ailleurs jamais mentionner le mot génocide. Et dans ces derniers jours-ci, vous avez une affaire qui apparaît autour d'un monsieur, d'un journaliste, que j'ai rencontré lorsque j'étais incarcéré par les Boulous, et il est Boulou. Je parle de David Eboutou, Boulou lui-même, qui apparaît soudain et qui, utilisant une ancienne vidéo de moi, une vidéo qui n'a pas fait de bruit à l'époque, où je mobilisais les Camerounais, où je mobilisais des gens qui sont arrêtés, qui sont victimés à l'heure actuelle par le gouvernement. Je les mobilisais, je leur demandais de se défendre. Il prend dans cette ancienne vidéo et il la trafique, il la découpe, il retire des mots de leur contexte, il la présente comme étant un appel au génocide. Une vidéo vieille de 6 mois. Je dis bien de 6 mois. La coïncidence a évidemment voulu qu'elle apparaisse, qu'il le fasse, mais ce n'est pas une coïncidence, il faut le dire, parce que c'est un gouvernement qui pense le mal. C'est un gouvernement qui fabrique le mal, c'est un gouvernement qui inscrit dans un mal structuré. Bref, c'est une intelligence qui est mise au service du mal. Cette vidéo, donc, cette vieille vidéo, découpée, apparaît au moment où les États-Unis, la Suisse et l'Angleterre sont en train d'accuser le Cameroun de génocide. Alors vous voyez, partant de ce journaliste, le ministre camerounais du Travail, Grégoire Ona, Boulou lui-même, apparaît et m'accuse, moi, Patrice Ngana, d'organiser un génocide des Boulous. Vous voyez donc qu'il présente plutôt lui comme étant celui qui est la victime, alors qu'il est ministre. Il présente le gouvernement camerounais qui est entièrement aux mains de sa tribu comme étant la victime.
alors ce gouvernement est en train de commettre un génocide dans le nord-ouest et le sud-ouest. Bref, il présente le président Biya lui-même comme étant victime d'un génocide, alors que c'est lui qui a déclaré la guerre contre les anglophones le 30 novembre 2017. Donc, partant déjà de ce ministre, la Grégoire Ona lui-même, Bolo, nous avons 10 députés du RDPC qui signent une lettre en tant que représentant du Sud, en tant que Bouloudon, parce que les Boulous sont dans le Sud. Ils le font malgré les dispositions qui définissent la déontologie des députés, qui fassent que ceux-ci soient les députés de la nation. Maintenant, ils deviennent des députés tribaux. Et ils le font pour exprimer une menace. La menace comme quoi personne n'a le monopole de la violence. Et vous voyez, ce sont des députés du RDPC qui a la majorité absolue dans le Parlement et qui donc peut décider de l'acte de guerre ou pas du tout, ou même d'en parler, de parler du génocide ou bien pas du tout, ce qui a d'ailleurs eu lieu. Le RDPC a décidé qu'on ne parlerait pas du génocide qui a lieu au nord-ouest et au sud-ouest. Ils ont donc le pouvoir. De ces députés-là, nous arrivons à Cameroun Tribune, qui est le journal du gouvernement, n'est-ce pas, qui me présente comme génocidaire. Cameroun Tribune, le journal où je suis apparu pour la première fois lorsque j'avais 17 ans, en train de serrer la main d'un ministre, n'est-ce pas, qui aujourd'hui, je ne sais plus trop ce qu'il est devenu, il y en a tellement eu. Et donc, il me présente comme génocidaire. Là, c'est le point de vue du gouvernement, encore répété. Et ça va plus loin. Parce que nous avons soudain une pétition, n'est-ce pas, d'une certaine Baga, qui veut me présenter comme génocidaire. Et heureusement, personne n'est tombé vraiment dans son piège. Et à partir de là, nous avons un employé des Nations Unies qui utilise son email pour envoyer une plainte à mon université. N'est-ce pas? Qui utilise son email des Nations Unies pour envoyer une plainte à mon université, disant que je suis génocidaire. Tout cela, toute cette structure-là basée sur cet extrait de vidéo, d'une vidéo vieille de 6 mois. Partant maintenant de cette complainte-là de Mbarga, nous avons un avocat qui porte plainte. Pas à l'État qui est en train de commettre le génocide, pas au gouvernement qui est en train de commettre le génocide, pas aux Boulous qui sont en train de commettre le génocide, mais au contraire, à moi, disant que c'est moi qui commets le génocide, c'est moi qui mets en branle le génocide contre les Boulous. Vous avez compris que une structure de discours aussi élaborée, et cela s'est passé en à peine une semaine, une machine aussi structurée, n'est-ce pas? Une élaboration d'attaque aussi clairement fabriquée, parce que construite sur une vidéo vieille de 6 mois, ne peut vraiment qu'être mise en branle pour le mal. C'est-à-dire me détruire, c'est-à-dire me faire perdre mon boulot, c'est-à-dire en fait me faire me taire. C'est-à-dire me faire en fait ne plus accuser l'État camerounais, ne plus accuser Paul Biya, ne plus accuser sa tribu, les Boulous, de génocide. Or, ce qu'ils oublient, c'est que je suis écrivain. Ce qu'ils oublient, c'est que je suis un citoyen. Ce qu'ils oublient, c'est que je parle du point de vue de la victime. Et comme j'ai dit, la victime, c'est elle qui connaît son tueur. La victime, c'est elle qui connaît celui qui a brûlé les maisons. La victime, c'est elle qui connaît celui qui est le criminel. Et donc, c'est la victime du génocide qui connaît le génocidaire. Mais en fait, avant de pointer le doigt sur le visage du criminel, avant de démasquer le génocidaire, il est essentiel de nommer la technique qu'il utilise. Et je le fais avec véritable clarté, parce que ce que je n'ai pas mentionné, c'est que je suis germaniste de formation. C'est-à-dire que je suis en fait professeur de germanistique. Et ayant enseigné en Allemagne pendant des années, ensuite aux États-Unis où j'ai été au début de ma carrière, en fait professeur de germanistique, il m'est très facile de reconnaître les techniques qui ont été mises en branle en premier par les Allemands, par les nazis spécifiquement. Et donc, les voir être appliquées au Cameroun est d'une grande tristesse pour moi parce que l'archive du mal, elle est connue. Et l'architecture
de la haine, elle est connue. Et dans le Cameroun, de ce point de vue, le pouvoir boulot de ce point de vue ne peut pas me tromper. Et je souhaite ne trompera pas les Camerounais. Parce que ce qu'ils mettent en branle là a un nom. Son nom, c'est la propagande en miroir. La propagande en miroir consiste en quoi? Elle consiste en accusation de la victime par le criminel. C'est-à-dire que le criminel accuse la victime de commettre le crime qu'il est soit en train de commettre lui-même, ou bien dont il a l'intention de commettre. Je répète, la victime, n'est-ce pas, devient le criminel du point de vue de ce dernier. En psychanalyse, on appelle cela la projection. Mais dans l'analyse des tactiques de la propagande, c'est la propagande en miroir. L'exemple le plus classique, le plus dramatique, a eu lieu avec Hitler, parce que c'est lui qui a mis en branle cette technique-là, n'est-ce pas? Goebbels en était un instrument, qui consistait à accuser les Juifs, n'est-ce pas, de vouloir tuer les Allemands, alors que c'était les nazis, les Allemands donc, qui avaient l'intention et qui finalement tueraient les Juifs. Le 9 novembre 1933, n'est-ce pas, avec l'incendie du Reichstag, il y a eu ensuite ce qu'on appelait Reichskristallnacht, c'est-à-dire que de nombreux Juifs ont été arrêtés parce que Hitler a accusé les Juifs d'avoir commis cet acte contre la démocratie, disait-il. Mais il n'a pas cessé d'arrêter les Juifs, c'est-à-dire que finalement c'était des centaines, des milliers, et finalement 6 millions de Juifs qui ont été arrêtés et qui seront gazés. Vous voyez, c'est une technique qui a commencé par l'accusation des Juifs disant que c'est eux qui attaquent les Allemands. Et donc, il a répété cela avec le début de la Deuxième Guerre mondiale, où il a plutôt accusé cette fois les Polonais d'avoir attaqué les Allemands. Et il en a profité donc pour envahir la Pologne, ce qui commençait le 1er septembre 1939, a commencé là à déclencher la Deuxième Guerre mondiale. Mais la propagande en miroir, c'est une technique utilisée également qui a été utilisée par le pouvoir Hutu de 1991 en 1993, et qui consistait à accuser les Tutsis, qui étaient alors exclus de la République, qui avaient été poussés vers l'exil durant les années 50, 60, 70, qui avaient été génocidés 2 fois avant, n'est-ce pas, de les accuser d'organiser un génocide contre les Hutus. Vous voyez, l'utilisation perverse du mot génocide pour accuser la victime afin de commettre un génocide contre elle a une longue histoire. Mais aussi l'utilisation perverse du mot génocide pour cacher un génocide qu'on est en train de commettre en accusant une autre victime que celle que l'on tue, ça a une histoire tout aussi effrayante. Et c'est ce que le gouvernement camerounais est en train de mettre en branle avec cette machine, cette fabrication, cette construction de la haine que je viens de vous décrire, construction au bout de laquelle il mentionne mon nom. Mais ne vous laissez pas tromper. Et je crois que le peuple camerounais ne doit pas se laisser tromper. Et je suis très heureux que par une pétition, par 2 pétitions d'ailleurs, qui ont déjà eu plus de 10 000 personnes, le peuple camerounais ne tombe pas dans ce piège. Ça veut donc dire qu'il y a espoir. Parce qu'il est impossible de permettre que ce qui a déjà lieu à l'heure actuelle contre les anglophones, il est impossible d'accepter que le génocide qui est déjà mis en branle contre les anglophones se répète contre les Bamileke dont je fais partie. Il est impossible de permettre que le génocide qui se manifeste déjà contre les anglophones mis en branle par le pouvoir Bolo soit répété contre les Bamileke dont je suis. Et je le dis en mesurant mes mots. Parce que depuis le 26 janvier 2019, ce qui se passe au Cameroun, c'est-à-dire à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, etc., en Konsamba, est horrible. Vous avez des centaines de Camerounais qui sont arrêtés pour la simple raison qu'ils ont marché. Vous avez des gens qui sont arrêtés pour la simple raison qu'ils ont fait un Facebook Live. Vous avez des gens qui sont arrêtés parce qu'ils déjeunaient, etc. Et l'immense majorité de ces gens arrêtés et détenus jusqu'à l'heure actuelle, jugés au tribunal militaire jusqu'à l'heure actuelle, l'immense majorité, je veux par là dire près de 96-95%, sont d'une même tribu à laquelle j'appartiens, les Bamileke.
C'est-à-dire que nous avons la répétition du même scénario de la sélection, nous avons la répétition de la même structure du ethnic cleansing, nous avons la répétition en fait du même système maléfique qui a déjà mis en branle le génocide dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous avons la répétition de cette même structure avec un autre groupe auquel j'appartiens, les Bamilékés. Parce que des témoignages de plus en plus concordants nous parviennent de tri, de sélection, n'est-ce pas, des gens que l'on arrête. L'interrogatoire à la gendarmerie, durant lequel on demande aux gens s'ils sont Bamilékés et où, lorsque ces gens ne sont pas Bamilékés, ils sont libérés. Des témoignages de plus en plus concordants nous parviennent aussi. Des gens qui sont traités de manière spécifique parce qu'ils sont Bamilékés lorsqu'ils sont en prison. Et même d'ailleurs, de commandos tribaux, de commandos boulot qui s'en vont de Douala pour Konsamba par exemple, pour arrêter des gens et qui ne quittent Konsamba que parce que ces gens-là ont été libérés. Et après leur départ, les gens sont qui ne quittent Konsamba, je voulais dire, que parce que ces gens ont été incarcérés. Et qu'après que ces gens-là aient été incarcérés, et ces gens-là sont libérés après leur départ par la police qui comprend la machination et qui plusieurs fois d'ailleurs paye le taxi des gens qu'ils avaient arrêtés. Vous voyez donc que la machine génocidaire est déjà mise en branle. Et moi je peux également témoigner ici parce que j'ai été arrêté 2 fois au Cameroun. La première fois en décembre 2014 et la deuxième fois en décembre 2017. Et les 2 fois, j'ai été interrogé sur mon origine ethnique, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes Bamilékés? Pourquoi est-ce que ce sont les Bamilékés qui veulent toujours le désordre dans ce pays? Pourquoi est-ce que ce sont les Bamilékés qui veulent toujours créer le chaos ici? J'ai traversé tout ça 2 fois. Puis d'ailleurs, j'ai été mené par un commando spécifiquement boulot à Yaoundé. J'ai été gardé dans un coin spécifiquement boulot de la prison de Nkonengi et cela mis en branle par les boulots eux-mêmes, y compris le journaliste David Eboutou qui prend la parole aujourd'hui parce qu'à l'époque il était prisonnier. Vous voyez, j'ai traversé tous ces cycles du tri, de la sélection, et donc ce que je souhaite, c'est que les Camerounais prennent conscience du fait que notre pays est en danger, que un groupe, que un pouvoir est devenu génocidaire, mais essaye de se cacher afin de pouvoir, pas seulement échapper à la justice, mais surtout afin de pouvoir répéter le crime qu'il est déjà en train de commettre contre les anglophones, mais cette fois contre un autre groupe auquel j'appartiens, les Bamilékés. Je fais donc cette vidéo, pas seulement pour accuser le gouvernement camerounais de génocide, pour accuser Paul Biya de génocide, pour accuser sa tribu, les Boulos, de génocide. Je la fais aussi pour mettre en garde le peuple camerounais devant cette machine génocidaire qui est mise en branle, devant cette structure génocidaire qui a pu échapper à la punition depuis trop longtemps et qui devrait être arrêtée le plus rapidement possible afin que l'on n'ait pas un autre génocide dans notre pays. Je fais dans cette vidéo déjà pour remercier ceux qui ont eu les yeux suffisamment clairs pour voir ce qui se met en branle, pour remercier les pays occidentaux, les États-Unis, la Suisse, l'Angleterre, qui les premiers ont dit clairement qu'un génocide était en train d'avoir lieu au Cameroun, et pour remercier la représentatrice Karine Bass, qui avec d'autres congressmen est allée au Cameroun voir, analyser ce qui se passait là-bas et qui, n'est-ce pas, a été malheureusement repoussé, c'est-à-dire que le Premier ministre Dion Ngouté ne lui a pas permis d'aller voir l'espace du génocide. Mais je fais cette vidéo également pour remercier le peuple camerounais qui, en 2 pétitions, a exprimé sa voix clairement pour dire non au génocide. Pour dire non au génocide, mais vraiment pour dire non au génocide. Je vous remercie. Malapta.